Histoire de voir, Histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires, d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Dans un autre voyage, si je puis dire, qui a comme point commun que ça se passe en Garonne. En fait, ça vient d'une formule de rhétorique qui est métaphore in absentia. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore ? C'est une figure, un trope, qu'on effectue, qu'on produit en rapprochant deux réalités. Et par exemple, un poète comme André Breton considérait que la métaphore était d'autant plus riche que les deux réalités rapprochées étaient éloignées. Bon. Donc une métaphore in absentia rapproche deux réalités, mais il y a une astuce. C'est que une des deux réalités n'est pas explicite. Elle est absente, elle est suggérée, elle est induite. Et évidemment, le lecteur la repère immédiatement, mais elle n'est pas explicite. Voilà, donc j'ai voulu ce titre parce que peut-être quand on contemple la Garonne et quand on étudie l'histoire de la Garonne, eh bien aujourd'hui il nous manque un certain nombre de choses qui pourtant sont là, mais ne sont pas visibles. Alors voilà, donc c'est dans ce roman, il y a des histoires, une histoire, et puis il y a cette Garonne qui va être l'élément, le personnage central, c'est ce que je disais tout à l'heure, de ton roman. Alors, moi, je peux donner que mes impressions. Je l'ai fini hier, le livre. Je dois dire que c'est pas un livre simple à lire parce que, dans le sens, il n'y a pas une histoire linéaire ou un récit, comme tu le dis d'ailleurs toi-même, plutôt qui tirerait vers le 19e siècle, va avec une histoire construite et tout. Il y a justement ces ruptures, même dans le style, il faut y prêter une certaine attention. Et puis un travail sur la langue, et puis un travail, justement, de ce que tu expliquais auparavant, c'est qu'une histoire chevauche peut-être une autre histoire qui... voilà. Et la Garonne est au milieu de tout ça. Et comme c'est un fleuve tout à fait intéressant, puisque la mer remonte très loin, on compare ce mouvement, tu le dis toi-même d'ailleurs en parlant du mascaret, que c'est la métaphore du refoulé, par exemple. C'est assez intéressant ça. Si tu me permets, tu dis énormément de choses. Pour nos auditrices et nos auditeurs, j'ai envie qu'ils me situent. Moi je suis un enfant politique, historique et théorique des avant-gardes. Quand j'avais 15-16 ans, je me suis intéressé au surréalisme. Pourquoi ? Parce que, à tort ou à raison, à mon avis plutôt à raison, c'était des écrivains, des poètes, des peintres qui ont essayé de produire une révolution culturelle et artistique, et ils n'ont pas réussi à l'articuler avec une révolution politique. Et dans les années 70, nous étions quand même un certain nombre de femmes et d'hommes à nous intéresser aux arts et aux pratiques artistiques et à vouloir conjuguer les deux. Une révolution culturelle et une révolution politique. Donc pour moi, aujourd'hui, les œuvres artistiques ou les œuvres littéraires qui m'intéressent, ce sont des œuvres qui ne reproduisent pas les formes du passé, non pas parce que les formes du passé me donnent des boutons, elles ne me donnent pas de boutons, mais je pense que les écrivains, les artistes aujourd'hui, qui m'intéressent le plus, ce sont ceux qui cherchent à trouver les formes contemporaines de leur art et de leur pratique. Et en ce sens, je suis effectivement un enfant spirituel, théorique, politique des différentes avant-gardes artistiques. Donc ma production littéraire, il est évident que c'est une production qui ne sera jamais un best-seller, mais ce n'est pas du tout mon but. Je m'adresse à quelques centaines, 1200, 1500 lecteurs dans notre pays, capables de repérer le fait que j'écris avec la bibliothèque et avec la vie et avec la réalité. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. L'autre chose, c'est que le roman du 19e siècle, c'est un très grand roman, mais c'est un roman qui est complètement fondé sur une illusion. Non seulement l'illusion de l'auteur omniscient et omnipotent, mais en même temps, dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme dans un roman. C'est-à-dire que là,
Aujourd'hui, nous parlons dans le micro, nous avons des casques, mais nous percevons toute une série de sensations, la chaleur, un bruit de fond, des odeurs, etc., etc. Bon, or, quand on écrit, on est condamné à la linéarité. On a une focalisation sur tel aspect. Je vois Henri, mais en même temps, j'aperçois Sandra dans mon champ de vision. Ça, c'est la réalité. Et nous sommes habitués, c'est un apprentissage qui passe notamment par l'école. Quand on lit un roman, c'est linéaire. Alors, gros plan américain, etc., etc. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Et donc, en fait, mes romans dont on va dire « Ah là, ils sont difficiles à lire », oui, ils épousent absolument l'expérience sensible que l'on a. Et nous ne sommes plus du tout habitués, ou on n'a jamais été habitués, à lire des romans qui rendent compte, plus ou moins bien, j'espère ne pas avoir raté mon coup, qui rendent compte de l'expérience sensible que l'on a. Ah bah, t'as pas raté ton coup, puisqu'on en parle et que moi... Merci à toi. Et que quand même, il y a des choses tout à fait intéressantes, puisque je reviens sur la Garonne et sur les descriptions de l'environnement, et on en a parlé, j'ai rien inventé, c'est tous les deux, on en a parlé auparavant. On a un auteur qui nous a un peu marqué, parce qu'on fait partie, toi plus jeune que moi, de la même génération, c'était Robert Merle. Alors, il n'y a rien à voir avec Robert Merle dans ce que tu écris, c'est pas ça, mais le principe même d'un isolement d'un groupe, dans un environnement pas forcément hostile, mais un environnement particulier, on retrouve ça dans la description autour de ce château, quoi. Alors, le château existe. Dans mon livre, c'est le domaine, la propriété, le château de la Brune. Il existe. Les propriétaires, je les connais. C'est une amie commune qui me les a présentés. Je suis allé à plusieurs reprises dans cette demeure. J'y ai été invité, j'y ai dormi. Demeure historique aussi. Absolument. Je me suis engagé à ne pas citer le nom de la propriété parce qu'ils veulent avoir la paix, ils ont déjà été cambriolés, etc. Donc pour moi, c'est la Brune. Mais le château existe. Et en fait, quand j'ai vu aller pour la première fois à la Brune, j'ai eu l'impression, vous allez dire que je délire. Non, je suis à Jeun, je ne délire pas. J'ai eu l'impression d'être en Afrique et d'être à Brazzaville. J'ai séjourné, travaillé longtemps au Congo. Et j'ai dit, ce fleuve... Et puis Roger qui fait oui. C'est le Congo. Ouais. Bon, parce que depuis la berge, le château est construit au bord de la Garonne. La Brune est construite au bord de la Garonne, ce château. Je vois l'île de la Lande. L'île de la Lande, tout le monde peut la repérer. C'est le vrai nom. Et l'île de la Lande, pour moi, c'est l'île du diable à Brazzaville, à la hauteur des rapides sur le Congo. Alors, évidemment, parce que je suis allé plusieurs années travailler, vivre au Congo, mais j'ai le sentiment que la Garonne à la Brune, c'est pas seulement un fleuve européen, ce n'est pas seulement un fleuve européen. C'est un fleuve du monde, c'est un fleuve de Garonne. Et pour moi, c'était un point sensible. Là, je suis en communication avec le monde. Et j'ai voulu raconter une histoire qui est une histoire d'amour qui finit mal, comme toutes les vraies histoires d'amour. Parce qu'une histoire d'amour qui finit bien, c'est rare. On met ça... mais une histoire d'amour qui finit mal, mais qui est heureuse. Parce que, voilà, c'est très bien. Et cette histoire d'amour, j'ai voulu la situer en cet endroit qui existe. Parce que cet endroit me permet d'être en communication avec le monde, mais aussi avec l'histoire. Tu ne l'as pas encore dit, je lâche les choses sans les dire, parce que c'est un roman, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un livre d'histoire, je ne suis pas historien, mais à la Brune, il y a un arbre tout à fait particulier qui est un tulipier de Virginie, et il a vraisemblablement été planté là, à peu près à la même époque que les 2 tulipiers de Virginie qui ont été plantés à Versailles. Ça veut dire un certain nombre de choses. Donc effectivement, à la Brune, cette histoire d'amour, elle est surdéterminée par l'histoire avec un grand H. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, tiens, tu vois, tu me fais songer à une chose. Quand j'avais 17 ans, j'étais en terminale au lycée Magendie. Et j'ai eu la chance, à 17 ans, de rencontrer Marc Soriano. Marc Soriano, on l'a oublié aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. C'est l'un des grands spécialistes des contes de Charles Perrault. Et je connaissais un peu sa famille, son épouse était l'intendante du lycée. Et je me souviens très bien, Marc Soriano disant aux jeunes couillons que j'étais, marxiste-léniniste, de dire « il y a 2 références que vous ne devez pas oublier, Freud et Marx. Ce sont les 2 références. » Eh bien, 50 ans après, il y a ces 2 références dans ma vie, Freud et Marx. Donc, quand je rencontre
si j'ose dire, un tulipier de Virginie qui a plus de 250 ans, je me souviens de Marx. D'ailleurs, tu ne fais pas que ton souvenir, hein, puisque le précédent bouquin qui s'appelait Scènes de la guerre sociale était aussi un roman. Tu as insisté sur le fait que c'est un roman, mais qui parlait des Gilets jaunes et du rapport de lecture en fait, qu'il y avait autour de ces Gilets jaunes et de toi-même, si tu veux, d'inspirer sur ta vie à toi. Hein. C'est pour ça que ce parallèle, je me permets de le faire. Je t'en remercie beaucoup parce que les lecteurs pressés disent, à tort, alors là vraiment à tort, que Scènes de la guerre sociale, c'est un document. Pas du tout un document, c'est aujourd'hui mes collègues sociologues et autres sociologues qu'on n'a jamais vus dans les manifs pendant les Gilets jaunes, qui maintenant s'intéressent aux Gilets jaunes et produisent, comme des vampires, un certain nombre d'études, parfois d'ailleurs intéressantes, mais on ne les a pas vues sur le terrain. Ce sont des intellectuels bourgeois. Moi, j'essaie d'être un intellectuel de l'ancien temps. Par exemple, dans mon milieu professionnel, et Sandra, dans mon milieu professionnel, les collègues, quand ils savaient que le samedi, je me déguisais pour aller à la manifestation, ils me traitaient, qu'est-ce que tu fous là-bas avec des antisémites, etc. etc. C'est ce que raconte Barbara Stiegler, qui est prof à la fac de philo. Oui, c'est une collègue du département de philosophie. Bon, elle a écrit un petit livre, un petit tract chez Gallimard qui est assez intéressant. Bon, mais qu'importe. Pour moi, ce livre n'est pas un document. C'est-à-dire que, bien sûr, pendant 3 mois, je rends compte de mon expérience dans les manifestations tous les samedis. 3 mois, c'est arbitraire. J'ai pris 3 mois, voilà, comme ça. Mais fondamentalement, je le vois comme un roman. Pas un roman du 19e siècle. Comme un roman d'un vieux bougre qui, à l'époque, il a 63, 64 ans. Et il a le sentiment qu'il va se passer quelque chose. Ça fait maintenant plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, qu'il a, lui, la certitude qu'il ne se passera rien. Et puis, il y a des gens simples, des gens très simples, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, qui sont dans la précarité, qui prennent tous les risques pour faire bouger les choses. Eh bien, ce type, il dit, mais quand nous avions 20 ans, on a raté le train de la Révolution. Là, il ne faut pas le rater, il faut y aller. Bon, donc en fait, c'est un sentimental. C'est un sentimental qui dit, je prends mon écharpe, je prends mon kawé, je prends mes docks, et puis on y va. Et puis, si de temps en temps, il faut jeter un petit caillou, on va jeter un petit caillou, on ne va pas essayer de faire prendre. Et puis c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'il faut en être. Il faut en être, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Parce que, grosso modo, quand nous avions 20 ans, on a vraiment cru que la révolution allait survenir. Dans la foulée de 68, on y croyait. Souvenons-nous des mots d'ordre. Le mouvement lycéen et étudiant, dès 70, 71, c'était chaud, 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 le printemps sera chaud. Bon, on attendait cela. Ça allait revenir et on allait réussir. Ce qu'on n'avait pas réussi en 68. Ce que nos aînés n'avaient pas réussi en 68. Bon, eh bien, les Gilets jaunes, voilà. Donc, c'est un roman d'un vieux bougre qui part à la recherche de sa jeunesse et qui ne va pas trouver. Alors ça, c'était pour la partie scène de la guerre sociale. Alors c'est un peu dur parce que je pensais t'inviter une nouvelle fois à en parler, mais bon, tu as déjà bien entrepris le sujet, quoi. Je vais pas être le mono-invité. Alors c'est vraiment, alors il casse. Bon, et je vous rappelle que on s'est rencontré avec Jean-Michel Devéza dans le cadre du colloque du mois de juin, et que il va sortir un livre et son intervention sera parmi celles des différents intervenants. Donc on en reparlera bien sûr. Et sur moi, cette occasion-là. Alors, pour en revenir à Garonne in absentia, tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi une histoire qui marque. C'est pas tout à fait la même chose que pour les scènes de la guerre sociale. Et ça, c'est important. Oui, c'est important parce que, d'abord, je pense qu'en littérature comme en art, il y a une dizaine de sujets, une dizaine de thèmes. Et ces thèmes sont remaniés, repris. Bon, l'un des thèmes qui nous parle à tous, c'est l'amour non pas heureux. Le vers d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. C'est l'amour qui patine, qui tourne mal. Alors j'ai eu envie d'inventer une histoire avec un homme et une femme qui s'aiment follement,
Et puis, au bout de 20 ans, le couple, les deux, ont sombré dans la folie. Voilà. J'ai eu cette envie-là. Ben, c'est réussi. Hein. Merci. Donc, si vous voulez continuer à en parler avec Jean-Michel, alors non pas seulement de visu, mais en direct, si je puis dire. C'est pas du latin de visu. De visu. Moi, c'est Devesa. C'est catalan. C'est catalan. Il y a la librairie. La mauvaise réputation. La mauvaise réputation. Alors déjà, ça commence mal. Bon, à 18h30 ce vendredi. Non, à 18h, à partir de 18h ce vendredi. Voilà. Merci à Rodolphe et à Franck qui tiennent la mauvaise réputation. Ils me convient pour présenter le livre et faire une signature. Donc de 18h à 19h30 ce vendredi, rue des Argentiers, à la mauvaise réputation. Merci Jean-Pierre. Ça se situe vers où là pour le Quartier Saint-Pierre. Quartier Saint-Pierre, hein, c'est une librairie là qui donne à côté de. Ouais, ça donne. Il y a la rue des Argentiers, je crois. Allez, rue des Argentiers. Ça, ouais. Voilà, bon, donc de toute façon, moi je sais que j'irai. C'est à partir de 18h. 18h. Hein, on se retrouvera là-bas pour certains. Puis on pourra trinquer et boire un verre. Ah, bah alors c'est ça qu'il fallait. Fallait pas le dire. Donc voilà, j'espère que cela vous a intéressé. Hein, je vous l'avais promis, la Garonne était une invitée d'honneur, hein, et grâce à elle, on crée, on lutte. On est dans le fond de Histoire de voir, histoire au pluriel, parce que l'histoire, on peut l'aborder de multiples façons, à la fois littéraire, musicale, militante, écologique et tout. Et tous les gens qui sont dans cette dynamique seront les bienvenus dans cette émission. Histoire de voir, histoire au pluriel est une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr.